Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Tu peux demander quelque chose qui est si mal et puis t'as mis des pieds. Donc attends, tu veux comprendre bien, il n'a jamais été question de voyage. Il dit non. Le rêve de l'Eldorado a souvent le visage d'un ami d'enfance ou d'une ancienne camarade de classe ou encore d'un frère de sang. Parfois, derrière la promesse d'un emploi de pompiste à Miyagi, d'un poste de chauffeur au Canada ou d'une carrière de footballeur en Europe, se cache une réalité bien plus sombre, celle des réseaux de recrutement forcé et des arnaques à grande échelle. Ce soir, au Focus Faits divers, on croise les destins d'Eric, Martial et Ugeshuku. 3 hommes, 3 parcours, mais une même tragédie. Tout a basculé pour eux à partir d'un simple message reçu sur les réseaux sociaux. Ils croyaient saisir une opportunité au nord pour mettre leur famille à l'abri. En réalité, ils venaient de franchir le seuil d'un engrenage psychologique et physique dévastateur. De Yopougon à Monrovia, de Grand Bassam à Miyagi ou encore de Lagos à Ndouci se dessine la cartographie d'un piège savamment orchestré. Une descente aux enfers. Le bilan est lourd. Plusieurs millions de francs CFA emportés, des vies désillusionnées et des cœurs brisés. Tout commence par un message, un coup de fil via les réseaux sociaux. Pour Eric, livreur à Yopougon et père de 2 enfants, l'espoir vient de son cousin, un footballeur en transit au Libéria pendant 2 semaines avant de rejoindre l'Europe. Ce dernier propose d'aider Eric. On cause comme d'habitude quoi. Jusqu'à ce qu'il me disait un jour que ah frère, en tout cas le réseau est bon, le réseau est très bon. Moi d'ici la semaine prochaine je m'en vais. Il m'a dit les papiers sont sortis, tout, que lui s'en va. En tout cas le réseau est bon, 3 millions. Si tu as ça, si tu es intéressé, moi il a dit au tonton, on commence à lancer ton dossier. La confiance est aveugle. Eric n'hésite pas. Il vend ce qu'il a, s'endette et verse 1 million de francs CFA via transfert mobile. Pour Martial, 22 ans, c'est Clara, une ancienne camarade de classe de Sikensi, qui insiste. Elle le relance 3 fois, 4 fois. Elle lui fait miroiter un poste de pompiste, puis un emploi dans l'hôtellerie à Miyagi. Ugeshuku, Nigérian, 38 ans, père de 2 filles. Lui est harcelé par un ancien collègue qui dit être au Canada. Le départ est marqué par l'urgence et le secret. On demande à Eric de partir pour le Libéria en pleine période électorale d'octobre 2025. Vendredi, 20h, arrivé à Monrovia. À la frontière, les instructions deviennent étranges. Son cousin lui demande de se débarrasser de sa carte SIM. C'est le premier acte de l'isolement. Il m'a expliqué un truc comme ça, que les puces là, c'est un peu dangereux d'avoir une puce là-bas parce que c'était des puces volées. Au Libéria, il faut que tu te rendes dans une agence pour acheter une puce en identifiant ton nom. Il est venu me chercher avec un de ses confrères, bon, je ne le connais pas. Martial, de son côté, arrive à Miyagi. Le quartier est sinistre, pas d'électricité. Des fils de courant précaires suspendus à des bambous. Clara n'est pas là, on lui dit d'attendre. Pour Eric, le malaise s'installe dès les premières minutes à Monrovia. On l'emmène dans une grande villa qui sert de bureau. On lui fait remplir des formulaires. On prend sa photo d'identité. Il croit encore à une agence de voyage. Pourtant, la réalité est tout autre. Il doit suivre un cours en gestion financière. Pire, les téléphones sont confisqués sous prétexte de sécurité. Les victimes se retrouvent déconnectées du monde. Pour Eric, le lundi marque le point de non-retour. Dans cette villa de Monrovia, le cours s'achève et le mot tombe comme un couperet, Cunelt. C'est un choc électrique. Ce nom, il a entendu en Côte d'Ivoire, associé à des récits de ruines et de vies brisées. Il se tourne vers son cousin, l'espoir d'un malentendu encore au bord des lèvres. La réponse de ce dernier est glaciale. Pour moi, lui-même, il ne sait pas.
Ils sont avec une autre. Il dit oui, je sais. Il dit mais tu sais que c'est de l'arnaque. Il dit mais c'est pas à moi de te prouver que c'est de l'arnaque. Faut-il. Tu es au pays, c'est on dit parler du cunette. Donc attends. Si vous comprendre bien, il n'a jamais été question de voyage. Il dit non. Donc il a commencé à chauffer. Donc dans la salle, il ne veut plus écouter quelqu'un. À cet instant, Eric comprend que l'homme avec qui il a grandi, avec qui il a survécu à un accident de la route, n'est plus son cousin. C'est un recruteur. Le voyage en Europe n'a jamais existé. Martial, lui aussi, est conduit dans une villa basse. Il s'attendait à voir des hôteliers. Il se retrouve face à une centaine de personnes assises en rang serré. On lui présente des brochures, des images de montres et de bracelets de luxe. Et non, moi, quand je venais, on va pas faire des projets, on m'a dit un travail d'hôtel. Je vais me présenter quelque chose de marketing, des réseaux, vente en ligne, me présenter des articles, des montres, des bracelets, que sur des images. Je ne me montre pas ça en personne, je me montre ça que sur des images. Donc, je me dis non, je ne me crois pas à ça. Tu peux me montrer quelque chose sur image et puis tu as mis des pays. Face au refus catégorique de Martial de suivre Clara dans son business, celle-ci semble acquiescer, mais son attitude est étrange. Je ne me dis d'accord, il donne ton téléphone, quand vous êtes là à causer, je vais sortir un peu, après il ramène ton téléphone. Après on a causé, il dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous avez dit là, moi ça ne m'intéresse pas. C'est moi je vais partir. On finit, et il demande mon téléphone, mais non, mon téléphone, comme le quartier il fait noir, il a mis son chat, donc le lendemain on va m'envoyer mon téléphone. Et d'accord, il a compris. Le lendemain arrive encore dans mon téléphone, et mais il n'a qu'à adresser à son supérieur. Son supérieur aussi, quand il demande, il adresse à son supérieur. À Monrovia, Eric, désarçonné, croyait être en face de quelques personnes dans cette villa basse. Mais dans la cour arrière, le spectacle est encore plus troublant. 50 personnes, des Ivoiriens, Ghanéens et Sierra-Léonais, écoutent religieusement un boss. À son arrivée, ils se lèvent et l'applaudissent avec les doigts, dans un silence de secte. Eric y croise même un ancien collègue qui prétendait être au Canada sur les réseaux sociaux. En réalité, cette personne est là, prisonnière, chargée de convaincre les nouveaux. Pour Ugechuku, le rêve du Canada s'est transformé en un contrat de travail forcé de 90 ans avec Cunette. Voici pour moi, j'ai payé à 9 millions de Naira. J'ai vendu seulement 1 million. J'ai perdu. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas forcer à me faire ça. Martial se voit privé de son téléphone pendant 5 jours. Mise en charge dans un autre quartier, disent-ils. Sans argent et dans un quartier inconnu, la fuite semble impossible. La victime se retrouve entre le marteau et l'enclume. Au début, la douleur de la trahison familiale est insupportable. Mais après des jours de pression, de privation et de discours mensongers répétés, la résistance s'effrite peu à peu. L'épuisement gagne du terrain. La peur s'installe, l'espoir de rentrer chez soi s'éloigne. Alors, à leur tour, contre leur gré, ils saisissent un téléphone. Ils appellent leurs proches, montent et deviennent un maillon de l'engrenage qui les a broyés. Au début, selon les explications, ils ne prennent jamais ça bien. Mais après, bon, je ne sais pas comment ils arrivent à les convaincre. Ils restent. Ils sont là-bas. Parce que d'abord, les conditions de vie même sont très... C'est pénible. En tout cas, où moi logé, c'est pénible même. Le mercredi matin, Eric décide que son voyage s'arrête ici. Feignant une maladie pour endormir la méfiance de ses geôliers, il saisit son sac à dos contenant ses précieux diplômes et se dirige vers la sortie. Un frère tente de lui barrer la route. Eric, la voix tremblante mais ferme, lance l'ultime avertissement. Puis j'ai dit, il ne faut pas me toucher, sinon ça va aller très mal. Toi et moi, on est étranger dans un pays ici. Ce qui va m'arriver, ça peut arriver. Sa chance tourne à la gare de Monrovia lorsqu'il reconnaît le chauffeur qu'il avait emmené d'Abidjan. Malgré les tentatives de négociation des émissaires de la villa, Eric reste de marbre. Le jeudi à midi, il quitte le Libéria, sans un sou. Pour Martial, l'évasion est plus athlétique. Séquestré par Clara qui prétend avoir perdu les clés, il ne réfléchit plus. Il jette son sac par-dessus la clôture de 3,50 mètres et escalade le mur, laissant derrière lui les promesses de l'hôtellerie pour retrouver la liberté. Il faudra la police pour libérer les autres victimes dans plusieurs localités, dont Meyagi, Undusi et Songo. Suite à plusieurs plaintes
de parents faisant état de ce que plusieurs de leurs proches ont été séquestrés à Miyagi, nous avons ouvert une enquête. Et cette enquête nous a permis, le 19 juin 2025, d'interpeller dans une villa de 4 pièces au quartier Métro 124 personnes, dont 92 garçons et 35 filles. Il y avait 7 recruteurs et 117 victimes. Parmi les victimes, nous avons dénoncé 6 étrangers, dont 2 Maliens, 2 Burkinabés et puis 2 Béninois. Les victimes, lorsque nous avons interrogé celles-ci, elles-mêmes ne savent pas qu'elles étaient dans un chemin torture. Certaines même ont eu de la sympathie pour les bourreaux et il a fallu que nous insistions pour que d'autres puissent porter plainte contre ces personnes qui les ont anarquées. Parce que c'est comme si c'est un cercle infernal où dénoncer lui qui m'a fait venir ou bien lui qui m'a anarqué, considéré comme un crime de lèse-majesté. Au cœur du scandale, le nom de Cunette est sur toutes les lèvres. Pourtant, pour ces distributeurs indépendants, cette multinationale est elle-même victime de ces pratiques de jeunes véreux. Et ces mauvaises pratiques-là ont mis une tâche en fait dans ce business, surtout en Afrique. Voilà, je pense que beaucoup de personnes savent que le marketing des réseaux, c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose de normal, c'est juste de la vente. Et malheureusement, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, voulant s'enrichir illicitement, créent d'autres voies. Ils font de fausses promesses. Ils créent des systèmes qui n'ont rien à voir avec le marketing des réseaux ni avec l'entreprise Cunette. Et malheureusement, les victimes, c'est après se rendre compte qu'il s'agit de Cunette. Et tout le monde accuse Cunette. Bon, au lieu d'accuser la personne même qui les a invités, au lieu d'accuser la personne qui les a anarqués, au lieu de la personne qui les a escroqués, aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie contre ces personnes-là, on s'en prend à une entreprise qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, et voilà, ça crée un buzz autour. L'histoire d'Éric, de Martial et d'Ugueshuku n'est pas seulement celle d'une escroquerie financière. C'est aussi le récit de la déchéance humaine où l'appât du gain détruit les liens les plus sacrés. Ce système, tel qu'il est pratiqué dans ces réseaux clandestins, repose sur une mécanique implacable, transformer la victime en complice pour espérer revoir son argent ou retrouver une parcelle de liberté. Le captif est poussé à sacrifier ses proches, alimentant ainsi un cycle de trahison qui se propage comme une onde destructrice de famille en famille, de ville en ville. Aujourd'hui, alors que la police tente de démanteler ces centres de recrutement et d'arracher ses victimes à l'emprise de ces réseaux, le véritable défi demeure ailleurs. La sensibilisation et la prévention. Dans cette tragédie silencieuse, la plus grande leçon reste amère. Lorsque la confiance devient aveugle, elle peut ouvrir la porte aux pires formes de trahison. Bonsoir.